Et comme promis, la députée européenne Sylvie Goulard est notre invitée ce soir. Bonsoir Madame la députée. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Peut-être d'abord, avant d'aborder votre livre qui s'intitule Goodbye Europe, qui est publié aux éditions Flammarion, collection Café Voltaire, peut-être d'abord une réaction à ce qu'on vient de voir, des tensions encore entre la Turquie et un pays européen. Cette fois, il s'agit de la reconnaissance du génocide arménien. Oui, non, ce qui est important, c'est que l'Allemagne ne l'avait pas fait jusqu'à présent. Et on voit bien qu'au moment où la chancelière essaie d'améliorer les relations avec la Turquie, il y a une pression du pays choquée par l'attitude d'Erdogan. Donc c'est un événement très important. Alors, votre livre a décidé, enfin, vous avez décidé dans ce livre de dire les choses, hein, le fond du problème en Europe. Hein. Il y a notamment cette menace du Brexit, mais pas seulement. Le Brexit, c'est donc la sortie éventuelle du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est le dernier symptôme d'une Europe malade, le Brexit, selon vous ? C'est en tout cas un bon cas d'école pour comprendre ce qui ne va pas bien en Europe. C'est un peu comme ça que j'ai essayé de le traiter. Le droit de sortir de l'Union européenne est prévu dans les traités, donc les Britanniques pouvaient sortir. En revanche, ce qui n'est pas prévu, c'est qu'on essaye d'obtenir plus de ses partenaires en les menaçant de s'en aller. Ouais. Et c'est ça que je trouve choquant et de mauvais aloi pour l'avenir. Donc, vous ciblez notamment le Premier ministre britannique, David Cameron, qui a tenté d'obtenir le maximum? Non, moi je suis française et attachée au bien-être des Français de la zone euro. Je pense que c'était aussi une formidable occasion à saisir pour les dirigeants français, allemands, etc. du continent. Peut-être de répondre à certaines des demandes de David Cameron qui n'étaient pas infondées, mais aussi de définir eux-mêmes ce qu'ils veulent et de ne pas laisser les Britanniques décider pour nous. Mais vous dites notamment on aurait dû bouger quand le Premier ministre britannique a posé les conditions du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, c'est-à-dire? Alors d'abord, en janvier 2013, il a posé le problème. Je n'ai pas vu sur le continent énormément de réactions. Et ensuite, après sa réélection en novembre 2015, il a fixé des conditions. Et c'est ça que je trouve très triste. On ne peut pas concevoir une relation. On est ensemble en Europe, former l'équipe d'Europe sur des demandes unilatérales que les autres acceptent parce que dans le fond, ils ont peur qu'un des membres s'en aille. Nous sommes le 2 juin, le référendum c'est le 23 juin, précisément 3 semaines. Le UKIP pourrait bien créer la surprise. Dans une majorité, il y a de tels partis nationalistes, voire d'extrême droite, c'est selon. C'est une réalité en Europe que l'Europe, au fond, dérange. Non, mais je crois qu'une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas contents, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Et les gouvernements modérés, les partis modérés, n'ont plus une vision européenne qui permet d'arrêter la critique et le populisme. Quand les gens critiquent, il faut pouvoir leur apporter une réponse. Si les partis modérés n'apportent pas une réponse construite sur l'euro, sur les réfugiés, sur la protection aux frontières, sur le terrorisme, alors à ce moment-là, on dit l'Europe ne sert à rien et on ouvre la voie à toutes les dérives et toutes les exagérations. Mais le problème, Sylvie Goulard, on le sait, c'est qu'il y a ces superstructures, il y a l'Union européenne, donc il y a cette Commission européenne, il y a le Parlement européen. Les citoyens ont le sentiment qu'il y a toujours plus de bureaucratie. Comment justement contrecarrer ce sentiment? Et en France, vous avez l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, etc. Vous savez, c'est puissance 28. Non, sincèrement, pour 500 millions d'habitants, il n'y a pas plus de fonctionnaires à la Commission européenne qu'à la ville de Paris. C'est une idée répandue en tout cas. Comment la contrecarrer? Oui, c'est la perception. Mais la perception vient de ce que les gens qui ont des responsabilités dans le système, et je pense notamment aux ministres nationaux qui siègent, qui sont la voix de la France, à certains députés européens peut-être qui ne font pas le boulot. Je veux bien balayer aussi devant notre porte. Comme les gens ne s'approprient pas l'Europe, comme on ne dit pas aux citoyens, mais l'Europe c'est vous, c'est nous qui la faisons vivre, la France a une voix, elle a des choses à dire, par exemple, face au Royaume-Uni, pas contre, mais en contrepoint, pour faire valoir d'autres points de vue, et notamment pour défendre les intérêts de la zone euro, je répète, qui ont été très malmenés dans la négociation avec le Royaume-Uni. Alors, vous avez cité les responsabilités des ministres des 28 en la matière. Vous n'êtes pas tendre avec les dirigeants européens, c'est vrai, notamment François Hollande. Que lui reprochez-vous au juste, le président Alors, je français? ne veux pas attaquer le président de la République, je parle de son action. Je crois que face aux demandes de David Cameron, on pouvait dire à M. Cameron qu'il n'avait pas entièrement tort sur le fait que l'Europe risque de se faire distancer, par exemple, dans la compétition mondiale, donc il y a des choses à changer au niveau européen, mais peut-être fallait-il lui dire en face, par exemple, que si le Royaume-Uni a décidé définitivement de ne pas être dans l'euro, eh bien les députés britanniques, le commissaire britannique n'ont rien à faire dans les instances où on décide sur l'euro. On pouvait aussi leur dire, la France paye un rabais que nous devons à Mme Thatcher, rabais qui est beaucoup moins justifié pour des raisons que je pourrais expliquer. Dans ces cas-là, si vous voulez réduire vos obligations, nous pouvons aussi réduire notre rabais. On aurait pu avoir une discussion un peu plus dynamique avec eux. Alors là, on est dans les arcanes au sein même de l'Europe. J'aimerais lire une citation que vous mettez, page 59 dans votre livre. L'Allemagne
l'Allemagne est à la Chine à peu près ce que la Bosnie-Herzégovine est à l'Allemagne. Si l'Europe ne s'unit pas, Pékin risque d'accorder à l'avenir à l'Allemagne le même degré de considération que Berlin accorde aujourd'hui à l'État bosniaque. Ça, c'est un homme d'affaires allemand, chef d'entreprise, qui vous dit ça. Pourquoi vous avez choisi cette parce que ça m'a frappé. D'abord parce qu'on reproche tout le temps aux Allemands en ce moment d'être hégémoniques, etc. Ce que je veux faire comprendre, c'est il y a en Allemagne la perception, comme elle existe dans d'autres pays, que nos pays pris de manière isolée, vont être assez petits dans la compétition mondiale face à ces immenses continents que sont la Chine, l'Inde, etc. Donc d'abord, il y a un problème de taille. Et deuxièmement, c'était pour dire qu'on ne peut pas toujours... Enfin, je voulais prendre... Je trouve que cette image est assez frappante. De dire... On est trop refermé parfois, il faut regarder vers le monde. Voilà, exactement. L'Europe se justifie non plus par la paix, Dieu merci, on l'a, mais par notre rôle dans le monde. Comment voulons-nous défendre nos valeurs ? L'égalité homme-femme, la non-discrimination des personnes en fonction de leur race ou de leur orientation sexuelle. Comment voulons-nous défendre nos intérêts en Chine si nous ne faisons pas équipe ? Et face aux Chinois, soit nous allons disperser et ils choisiront le maillon faible pour nous diviser, soit nous y allons comme une équipe d'Europe, ce qui exige un certain nombre d'efforts, je suis d'accord, et nous avons une chance de peser dans le monde de demain. Alors justement, peser, prenons la crise migratoire. On voit aujourd'hui ce qui se passe en Allemagne au Parlement avec la Turquie. En toile de fond, il y a bien entendu cet accord dont on ne sait pas s'il est appliqué, comment. Ça paraît quand même assez étonnant. Mais là aussi, on reproche à l'Europe de ne pas faire ce qu'on n'a jamais voulu qu'elle fasse. On n'a pas créé à l'avance une politique de contrôle des frontières, une répartition de réfugiés. On n'a pas les outils. C'est comme créer, en plein incendie, une brigade de pompiers. Si vous ne l'avez pas créé avant, c'est plus compliqué. Donc on n'a pas les outils. Est-ce qu'on veut mettre des choses en commun, oui ou non? Je crois que face à un défi de cette ampleur, qui exige une réponse en matière de défense contre Daesh, une réponse de contrôle des frontières, des questions d'accueil et d'intégration, on a besoin d'une vision d'ensemble. Et cette vision d'ensemble, comme nous ne l'avons pas eue, nous sommes obligés de bricoler. Cet accord avec la Turquie est assez dangereux. Il est aussi nécessaire parce que des grands pays comme la France ou le Royaume-Uni n'ont pas pris leurs responsabilités en matière de réfugiés ou pour des nombres extrêmement faibles. La France dit qu'elle va prendre 30 000 réfugiés. Il y en a plus d'1 million en Allemagne. Vous êtes une véritable passionnée de l'Europe. Sylvie Goulard, ce n'est pas votre premier livre à ce sujet. Comment réenchanter l'Europe? Comment faire l'Europe? En fait, on a le sentiment que beaucoup reste à faire. Si je le savais, ce que j'essaye, c'est au moins de faire entendre une autre voix à un moment où un souverainisme très facile se répand dans les esprits. C'est très facile de faire croire aux gens qu'on va revenir à l'euro, comme si, je le dis dans le livre, à l'époque où on avait au franc, pardon, on va revenir au franc, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas la Chine aussi puissante qu'elle est. On a toujours tendance à prendre dans le passé ce qui nous arrange sans voir le monde d'aujourd'hui. Donc moi, je veux résolument me tourner vers l'avenir. Et je veux aussi m'adresser aux jeunes qui sont beaucoup plus polyglottes, qui bougent beaucoup plus, qui ont beaucoup moins peur de l'idée de faire une équipe d'Europe dans laquelle on aura un grand vivier pour aller chercher les meilleurs. Je crois que c'est amusant et c'est même, je dirais, une grande chance pour nous tous d'entrer dans cette diversité en ayant un peu moins peur. Juste peut-être un exemple concret, que faut-il faire selon vous dès maintenant pour refaire cette Europe? C'est d'ailleurs le dernier chapitre de votre livre. Je crois qu'il faut... Enfin, ce que je dis dans mon bouquin, c'est qu'à mon avis, il faut arrêter de concevoir l'élection présidentielle comme on le fait en France. Tout le monde est là à attendre de l'élection présidentielle, l'élection du... Vous savez, c'est vraiment le monarque qui guérissait les maladies autrefois. Parce et après, c'est la déception. Et après, c'est la déception. Il faut penser que la personne que nous allons choisir sera amenée à travailler dans des équipes, que ce soit le G20 au niveau global avec les Américains, les Chinois, que ce soit en Europe avec les 28, que ce soit dans la zone euro. Peut-être se poser la question à l'avance de ses capacités internationale, de son réseau, de ce que nous voulons faire. Et l'année prochaine, il y a des élections en France et en Allemagne. Tout le monde parle de franco-allemand. Moi, je suis beaucoup en Allemagne. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent en France et il n'y a pas beaucoup de gens qui en font. Sylvie Goulard, députée européenne, merci à vous d'avoir répondu à nos questions et d'avoir fait les efforts d'arriver malgré les difficultés de circulation dans Paris. Merci. Goodbye Europe, c'est aux éditions Flammarion. Merci à vous.